Bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au bonheur des livres. Cette émission donc qui nous amène à vous, j'allais dire, vous donner envie de lire des livres. C'est notre souhait, c'est notre projet. Et aussi de découvrir ou de mieux connaître leurs auteurs. Alors avec nous, deux romanciers et, enfin, deux artistes, deux écrivains, voilà, qui manie à la fois les mots et le dessin, qui nous emmène dans l'anticipation, dans la fiction naturellement, mais grâce à cette fiction qui nous faut réfléchir au monde qui nous entoure, aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, à l'intelligence artificielle, à ce que ça nous apporte, mais aussi aux dangers que tout cela comporte. D'abord, Clara Dupont-Moreau qui imagine, alors là, c'est tout à fait fou, mais c'est plein de suspense, une prise d'otage dans une école maternelle. Le preneur d'otage, lui, se fait passer pour un certain Elon Musk. Et c'est donc le sujet très étrange et évidemment haletant de la confrontation chez Albin Michel. Et puis Enki Bilal, donc je disais les mots, mais c'est le dessin, naturellement, mais les mots aussi. Il poursuit son œuvre dessinée et ses histoires fantastiques avec le 4e volet de la série Bug, vous la voyez ici, chez Casterman. Enki Bilal, vos dessins, je le disais, magnifiques, prolongent cette histoire de science-fiction. Alors vous allez nous dire que vous ne croyez plus beaucoup à la science-fiction. Si, on est dedans, là. Voilà, mais nous sommes dedans, parce que c'est la réalité qui nous a rattrapés. Nous sommes, grâce à vous, en 2041. Vous allez y retrouver l'astronaute Cameron Hobbs, Cameron Hobbs, qui a toute sa... Alors lui, qui possède toute la connaissance. Sa fille, Gemma, il est parti à sa recherche. Et tout cela, bien sûr, dans un monde perturbé par une vaste panne informatique, ce bug gigantesque dont vous allez nous parler. Alors, Clara Dupont-Moreau, je rappelle que vous êtes journaliste. On vous a beaucoup écouté sur France Inter, notamment. Écrivain, éditrice. Et que vous avez publié votre premier livre en 1998 et que votre roman S'adapter avait reçu le prix Féminin et le Goncourt des lycéens en 2021. Voici donc la confrontation. Alors c'est l'histoire folle d'une prise d'otage dans une école maternelle de Vernay-sur-Seine et d'une négociation qui va se dérouler pendant tout le livre entre donc le preneur d'otage qui dit s'appeler Elon Musk, bien sûr le patron de SpaceX, de Tesla, etc. Et ce médiateur du GIGN, ce négociateur qui s'appelle dans votre livre Émile Lassault. On va voir que c'est évidemment une petite plaisanterie, un petit j'allais dire un clin d'œil. Qu'est-ce qui vous a d'abord fait quitter votre terrain littéraire habituel? Parce que là, on sort vraiment de votre registre. On est vraiment dans une chose d'anticipation tout à fait particulière. Mais pas tant que ça, parce que ça, c'est ma conviction, mais je pense que souvent, les auteurs écrivent toujours le même livre, et qu'en fait, l'intrigue a beau changer, c'est vraiment l'équivalent d'une vitrine qu'on modifie selon les saisons. Mais si on pousse la porte et qu'on rentre, vous êtes sûr que l'arrière-boutique sera toujours la même. Et qu'il y a les mêmes obsessions, les mêmes hantises. Et là, en l'occurrence, c'est fidèlement ma passion pour le Moyen-Âge, l'idée du tournoi. C'est une joute entre deux hommes, en fait, plus exactement entre deux voix, puisqu'on appelle un jour Émile, qui est négociateur au GIGN. On lui dit, il y a une prise d'otage dans une école maternelle. Il dit, bon, ça, je gère. Et on lui dit, alors, à ceci près, que le preneur d'otage dit qu'il s'appelle Elon Musk. Et donc, lui, il n'a pas d'autre choix que de démarrer sa négo en disant, bonjour Elon Musk. Évidemment, Clara, on pense tout de suite à Human Bomb, puisqu'on a vécu, nous tous, cette prise d'otage de Neuilly. Est-ce que vous y avez repensé pour écrire ce livre? Bien sûr. Bien sûr. On est dans une situation très J'y ai repensé. J'y ai repensé aussi à toutes les grandes négociations qu'on a eues en arrière-fond grâce, ou à cause d'eux, mais l'actu, que ce soit la prise d'otage dans l'Airbus A300, sur le tarmac de Marignane. On est comme ça, bercé par des récits de grandes prises d'otages. Et le principe de la négociation est quand même assez passionnant, parce qu'il s'agit d'entrer dans une logique pour l'infléchir. Il faut la comprendre, mais pas la valider. Il faut susciter la confiance, mais pas la sympathie. Vous n'êtes pas un copain en tant que négociateur. Donc la ligne de crête, elle est comme ça. Et surtout, c'est un espace de remise en mots, de remise en langage. Alors que nous sommes dans une société de l'écran, exactement. Avec par ailleurs orale, deux gars qui ne se voient pas. Donc ils vont avoir que la voix, et cette remise en mots, elle vient quand même d'un corps d'État, le GIGN qui est militaire, qui s'appelle la Grande Muette.
C'est quand même assez... Alors, oui. L'école que vous avez choisie, qui est en tout cas le cadre de votre histoire, de ce suspense, s'appelle l'Aurore parce qu'elle prône, alors évidemment on en est assez content, on aimerait peut-être que toutes les écoles de France se mettent à diapason, elle veut qu'il n'y ait aucune tablette, aucun écran, elle veut supprimer tout ça. Voilà, scolarité sans écran. Alors évidemment il va s'attaquer à cette histoire, à cette école, mais je dis évidemment, en fait, est-ce qu'il considère les enfants qu'il va prendre en otage comme des ennemis ou comme des alliés d'une certaine Alors façon? voilà, c'est tout l'enjeu d'Émile, et c'est ça qu'il doit saisir. Il lui dit, vous les voyez comme des encombrants. Ces enfants, il y a eu des études qui ont été prouvées, intelligence x3. Il n'y a pas eu d'écran sous leur nez de 0 à 6 ans. Donc résultat des courses, 3 fois supérieure. Voilà. Donc l'étude a fait la une du monde entier. Donc Émile lui dit, donc en fait, vous les voyez comme une matière première exploitable, des opportunités, ou vous les voyez comme des encombrants, parce que c'est quand même pas la même chose. Oui. Et lui, il reste flou. C'est ça qui terrifie Émile, qui terrifie les parents autour, le pouvoir politique qui ne cesse de dire intervenez, intervenez. Ça, c'est véridique dans toutes les prises d'otages. Ah ben ça. Voilà. Donc Émile, il doit composer avec une personne qui est dans l'ambiguïté. Et par ailleurs, il se rend très vite compte qu'en fait, Elon Musk adore négocier avec Émile. Il adore discuter avec lui. Il aime les mots. Oui. Et je me suis toujours dit, Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui a basé sa fortune, son destin, sa carrière sur l'élimination du mot, puisque les réseaux sociaux, c'est pas franchement un tapis rouge pour la langue française. Ce sont des phrases courtes, oui, ça, c'est sûr. Et puis alors, l'orthographe, on va oublier. Oui. L'IA prétend remplacer la parole humaine. Coloniser Mars, c'est coloniser un espace sans langage. Donc, toutes les visées d'Elon Musk, c'est la destruction du mot. Donc, moi, j'aimais bien imaginer un Elon Musk qui, en fait, est ultra amoureux du mot et qui a basé sa vie sur la destruction de ce qu'il adore. Oui, et peut-être qu'il voit ses enfants comme des sauveurs, malgré tout, quelque part. C'est ça que doit... voilà. C'est ça qui est intéressant, évidemment. Est-ce que vous, Enki Bilal, vous l'admirez d'une certaine façon, Elon Musk, ou pas du tout? Vous pensez que c'est un monstre? Non, il faut pas être caricatural, oui. Il ne faut pas être binaire, il faut prendre le personnage et puis réfléchir. Effectivement, moi, il m'a fait rêver au début, quand je disais ce type qui, quand même, a une telle vision. Alors Mars, c'est fascinant. Moi, je fais partie de ceux qui rêvent d'une conquête spatiale. J'ai suivi la conquête, la guerre entre l'Union soviétique et les États-Unis, la Lune, et tout ça. Ça fait partie de mes gènes. Et puis, je suis une vraie passion pour l'espace et pour le cosmos. Alors, il est admirable sur l'audace, mais effectivement, lorsqu'il entre en politique, c'est déjà son premier mandat, là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le type qui réussit à poser une fusée, après lui avoir fait faire le tour 3 fois en orbite autour de la Terre, a réussi à la poser comme un crayon, comme ça. Après 3 ou 4 échecs, il réussit à le faire. On dit bravo, chapeau. Mais en même temps, c'est pas lui, mais bon, il gère ça. Alors après, l'homme politique, là, effectivement, il gère le monde comme il gère une entreprise brutale. Alors, c'est ce que décrit Clara Dupont-Moreau, parce que vous ne le présentez pas comme un être sympathique. Il a notamment lancé un jeu effrayant qui a emmené vers la mort des jeunes et des adolescents. Mais ça, vous savez, Claire, j'ai fait que m'inspirer. Oui, de la vie réelle. C'est le principe de la farce. Ça, au Moyen-Âge, ils avaient tout compris, comme d'habitude, mais le principe de la farce, c'est quand même de pousser le curseur un tout petit peu, un peu plus loin que ce qu'il y a à l'heure actuelle. Et honnêtement, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire pour que ça prenne des proportions énormes, mais en vérité, c'est déjà là. Moi, je me suis inspirée des challenges débiles qu'on voit sur X, notamment le dernier en date étant, enfin un des grands derniers en date étant le paracétamol challenge, qui consiste à avaler du Doliprane un maximum pour tester la résistance de son foie. Voilà. Donc, dans le livre, j'imagine qu'au moment où Émile prend la négo, il sait très bien que depuis 3 jours, il y a un challenge qui ravage la planète et qui s'appelle, ça c'est moi qui invente, le Road Challenge, et qui consiste à traverser une route les yeux fermés. Résultat des courses, les routes du monde entier sont recouvertes de cadavres, la plupart d'adolescents, et donc monte une colère et une haine planétaire contre Elon, qui le rendent responsable de ce challenge absurde qui les a privés de leur enfant. C'est sûr, vous ne nous faites pas un portrait sympathique du tout de cet Elon Musk. Vous avez pris quelques conseils d'avocat parce qu'il existe dans le monde, cet Elon Musk. Il va peut-être vous lire, il va peut-être lire la traduction de ce... Déjà, ça voudrait dire qu'il lit, donc là, on serait quand même hyper content. Et ensuite, oui, on l'a fait lire à un avocat. On ne sait jamais, oui. Oui, alors, ça se plaide parce que, certes, c'est un nom propre, mais il est quand même personnage public. Alors, l'idée, c'est qu'on ne le mettait pas en avant dans le titre, par exemple, des choses comme ça. Mais certainement qu'Elon regarde Public Sénat.
et notamment l'émission de Claire Chazal. Bien sûr. Et voilà, je vous le dis droit dans les yeux, Elon, franchement, régale-toi. Voilà, lisez-le. Vous êtes allé aussi auprès du GIGN pour vous renseigner, parce que là, ça comme vous... ça a tout débloqué. Tout débloqué. Ça, ils ont eu la gentillesse de me recevoir. Moi, j'ai découvert la profession de négociateur qui est extraordinaire. Donc ça, merci à eux parce qu'ils m'ont donné les règles. J'y suis allée plusieurs fois, donc ça, c'est très particulier, l'exercice de la négociation. Ils sont des gens un peu exceptionnels et on voit bien l'échange, le dialogue que vous écrivez et qui est tout à fait étrange et passionnant. Alors, on va y revenir, bien sûr. Enki Bilal, je rappelle que vous êtes d'origine yougoslave, que vous êtes venu en France avec votre famille quand vous étiez jeune. Vous faites les Beaux-Arts, vos premiers dessins, vous les faites pour Pilote en 1972, enfin, donc ça remonte, bien sûr. Vous avez travaillé pour le cinéma, pour la danse, avec Angelin Préjocage, enfin, énormément de collaborations. Vous avez reçu le Grand Prix d'Angoulême en 87, je le précise. En fait, vous êtes l'un de nos plus grands dessinateurs, voilà, et on est très heureux de vous recevoir. Ça, c'est le 4e volet de Bug. Il y en aura un 5e, n'est-ce pas? Oui, voilà. Essentiel, vraiment. Ah oui. C'est un travail, en fait. Ça va se faire sur 10 ans, en fait, les 5. Depuis 2017, vous avez commencé. Ouais, c'est ça. Donc, sur 10 ans, je vais finir. Et c'est un vrai travail, en fait. C'est pour ça qu'avant d'entrer dans le détail, je ne suis pas sûr qu'il faille entrer dans les détails. Je dirais que c'est... Non, il ne faut pas rentrer dans le détail, oui. C'est deux dimensions qui s'affrontent, là, réellement. Il y a une dimension très intime, oui. L'infiniment intime, une fille qui croit que son père est mort sur Mars, mais qui revient, les seuls survivants, et la peine connue, et lui, le père, qui veut retrouver sa fille. Le problème, c'est que le monde est à l'arrêt complètement, parce que lui, à son insu, il se retrouve dépositaire de toute la mémoire du monde, de tout ce qui est numérique, tout ce qui est dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, tout ce qui est dans les bases secrètes de Poutine, enfin en 41. Il sera peut-être encore là, hein, parce qu'il recherche l'immortalité, Poutine. Je pense qu'il veut durer jusqu'en 41. Oui, il y sera sûrement, malheureusement, encore. Donc, bref, tout est à l'arrêt, et en fait, le volume 4 rapproche ces deux dimensions très, très éloignées de l'autre, et cosmique. Avec le Bug étant en fait le personnage central pour le numéro 5, et je vais expliquer pourquoi le Bug est là, pourquoi il est arrivé sur Terre, pourquoi il est... Voilà. Et quelles conséquences il a, bien évidemment. Et évidemment, et c'est un gros travail sur la mémoire, en fait. C'est que ça, le sujet central, c'est la mémoire vive qui a remplacé complètement la mémoire vivante. Donc ça veut dire que ce que vous pensez faire et qui pense être de la sscience-fiction, peut-être il y a 10 ans ça l'était un peu, aujourd'hui on est d'accord, Enki Bilal, que ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus, mais en même temps ça l'est toujours. Je me dis, il y a toujours de la SF qui existe. Moi j'attends qu'un extraterrestre fasse son apparition dans notre atmosphère. J'attends cette rencontre-là. Donc ça, on est encore dans cette science-fiction-là. Mais technologiquement, on est en train de dépasser, on rejoint les auteurs les plus imaginatifs qu'il a pu y avoir. Il y en avait beaucoup quand même. Oui, mais d'une certaine façon, la réalité, j'allais dire, a dépassé votre... parce que là, c'est l'intelligence artificielle, elle a été créée... Enfin, on en parle presque avant que vous ne... J'en parle que là, dans le 4e. J'en ai pas parlé avant. C'est né avant. Mais pourquoi aussi? Parce que le Bug, il a supprimé, la première chose qu'il supprime, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'elle n'est faite que de numérique et que de virtuel. Donc elle n'existe pas. Donc vivement un Bug. Non, je suis pour l'intelligence artificielle, mais je suis pour vraiment, je pense, mais il faut comment la canaliser, comment la gérer, Là, on peut pas refuser ce progrès. On peut pas le refuser, ce progrès. Et de toute façon, l'homme, on l'arrête pas. Non, mais c'est intéressant parce que dans la confrontation, à un moment, une des thèses d'Elon Musk, lui dit « Je suis extraordinairement déçu. J'ai consacré ma vie à l'IA, certains qu'elle allait nous tirer vers le haut. La vérité est qu'elle va nous dévorer. » Donc, sa théorie, c'est de dire la seule chose qu'on pourra lui opposer, la seule chose qu'elle ne pourra pas comprendre, en fait, c'est l'inverse d'elle, c'est la bestialité. Donc, si je ramène l'humanité à la pulsion, alors là, on a une chance de survie. Donc, c'est pour ça, dit-il, que j'ai racheté Twitter, notamment, que j'ai supprimé les modérateurs. C'est pour abêtir donc les utilisateurs de Twitter, qui seront court-termistes, impulsifs, sans humour, meurtriers, ravageurs. Tout le monde dit que je suis un diable. En vérité, je vous sauve la vie. Mais la seule chance qu'on a de lutter contre l'IA, c'est la pulsion. Elle a été programmée pour produire et pas pour défaire. Donc, elle ne peut pas comprendre ce que c'est qu'une bestialité. Oui, c'est un instinct, presque. C'est ça, exactement. Mais alors là, pardon... L'homme et l'animal. Mais l'animal qu'il y a, ou par exemple dans l'instinct qu'il y a dans le créateur. Parce que vous avez raison de dire que l'intelligence artificielle, ça va sûrement produire des progrès considérables, notamment pour la médecine, les diagnostics, la rapidité
rapidité de ça. Ok. Mais quand on est deux créateurs, quand on est un dessinateur ou une romancière, on a envie que personne n'aille remplacer sa force créatrice. Alors, effectivement, c'est en danger. Aujourd'hui, on voit avec GPT-4, tout le monde essaye de faire des fakes, on essaie de copier. Ça va à une vitesse dingue. Hein. Oui. Donc, il faut reconnaître que vous demandez la fin de votre roman à ChatGPT, il va vous en trouver une dizaine en 30 secondes. Hein. Ah oui. Ou même le roman. Et de roman, avec une idée de départ, vous dites, je veux une prise d'otage. Donc c'est extrêmement c'est déstabilisant. On est dans cette phase où on est déstabilisé. L'addiction commence à arriver, ça c'est dangereux. Il faudrait essayer de se restabiliser avant d'être addict ou ne pas être addict du tout. Mais là, on est dans quelque chose de moi, j'ai pas. Il faut être nuancé de toute façon par rapport à ça. Oui, mais c'est pas cadré au niveau du gouvernement. On est perdu. Mais les gouvernements n'ont rien cadré déjà sur l'économie, sur rien depuis des décennies. Pas seulement en France, mais partout en Europe. Il faut voir. L'Europe, fallait la construire sur la culture d'abord. Au lieu de la construire sur le pognon, sur le fric, sur la monnaie. Si l'Europe avait été construite sur la culture, vous imaginez ce qu'on avait. On avait le cinéma, la littérature, la musique, tout ce qu'on a. Non, mais on aurait fait un Hollywood de 10 et on aurait battu les Américains. Mais donc ça, il y a des erreurs, elles sont multiples et complexes. Non, le problème, c'est que maintenant, il faut affronter ce progrès et essayer de ne pas le laisser nous échapper. Bien sûr. Et vous, créateurs, vous n'avez qu'une chose à faire, résister, continuer, bien sûr. Et garder la main, la sensibilité de la main. C'est pour ça que moi, je travaille toujours au pinceau, parce que ça, bon, voilà. Et la sensualité. Moi, je trouve que l'humour, parce que oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humour, l'intelligence artificielle. Hein. Aucun. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, pas du aucun. Tout. Et donc, on en parlait tout à l'heure, juste avant l'émission, mais qui disait à raison qu'il y avait beaucoup d'ironie, il y a de l'humour dans ces bandes dessinées. Moi, ce que je produis là, c'est une satire, une sorte de farce qui manie l'outrance, mais c'est le principe de la farce. Et en effet, elle n'aura pas d'humour, l'intelligence artificielle. Elle est perdue, là. C'est vrai. Hein. Voilà. En tout cas, pour le moment, elle n'en a pas montré. Moi, ce que je trouve dans cet album, Anki, c'est l'humanité. On a commencé à le dire. Ce personnage, Hob, il est très humain. On a le sentiment que là, il souffre. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec vous? Enfin, est-ce qu'il vous ressemble un peu Je ne connais pas ses affres actuelles, parce que là, il a en lui une lutte en lui du bien et du mal. Hein. Le rouge et le bleu, c'est présent dans les couleurs, et c'est vraiment le manque de nuances, le binarisme du monde actuel qui se retrouve dans le binarisme le plus incroyable, qui est celui le plus basique, c'est le bien et le mal. Donc en fait, il est l'enjeu pour le bien et le mal. Le bien veut le sauver, et le mal veut le détruire, pour détruire la planète. Enfin, donc c'est là qu'on est dans le cosmique, et métaphysique même. Mais lui, il subit. Comme la plupart de mes personnages, il subit. Il essaie de résister par la sensualité, par des choses très, très, très humaines. Et alors, est-ce que ça me ressemble? Oui, sans doute un peu, comme mes personnages tous. Mais je ne suis pas actuellement en proie à une lutte interne entre le bien et le mal. D'accord. On a le sentiment aussi, moi, depuis le début d'ailleurs, que je ne sais pas si Clara partage ce point de vue, mais que vous avez plus de plaisir, ou en tout cas, à dessiner des personnages de femmes. Oui, j'aime bien dessiner les personnages de femmes, j'aime bien les visages, les regards, l'humain, j'aime bien dessiner l'humain, les femmes, alors j'essaye aussi de les sortir, mes personnages, du réel, donc il y a toujours ce décalage, j'essaie d'éviter l'anecdotique, pour essayer de faire quelque chose d'universel. Mes personnages ont une espèce de... Il y a un lien physique entre eux, c'est un choix. Hein. Certains me reprochent de faire des personnages qui se ressemblent, mais c'est un véritable choix. Non, il y a ma propre vision de l'humain, on va dire, mais au service des thématiques que j'aborde, qui sont en fait des thématiques de plus en plus universelles et globales. J'ai parlé de l'obscurantisme religieux, ensuite j'ai parlé de la planète qui se révoltait. On était dans des grandes thématiques qui sont celles d'aujourd'hui. Hein. Je veux dire qu'on est tous concernés par les grands thèmes. Je veux dire, et tous ces grands thèmes se mélangent maintenant. Le réchauffement climatique, donc c'est la planète qui souffre, c'est l'obscurantisme, il nous ronge toujours, hein, on n'en est pas sorti, et puis c'est maintenant l'intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est très... c'est à la mesure de l'humain, c'est-à-dire quelque chose de démesuré. On a réussi à fabriquer quelque chose de démesuré, et on met en danger une planète qui nous dépasse tellement, et qui nous survivra, et qui sera encore plus belle quand on ne sera plus là. Alors,
Alors ça, je ne sais pas si on peut partager cet optimisme. Vous lisez des bandes dessinées, vous, Clara? Moi, j'adore les bandes dessinées. Ah oui. Depuis toujours? Depuis toujours. Et d'ailleurs, oui, mon grand maître à penser était Gottlieb, bien avant Balzac. Alors, on aura notre petit coup de cœur à la fin de la rubrique à Braque, c'est l'encyclopédie universalis. Universelle. Pourquoi n'est-elle pas enseignée dans les écoles, franchement? Absolument. Franchement, pour développer un peu les dingo dossiers, c'est à mettre entre toutes les mains des plus jeunes. Ça devrait être tamponné par l'éducation nationale. Et donc, je suis une grande fan de bande dessinée. Alors là, évidemment, ce qui est la beauté, c'est le trait, c'est le dessin. Enki Bilal, c'est très particulier. Vous le disiez, d'ailleurs, il y a du rouge et du bleu. On sent cette fois-ci qu'il y a beaucoup de radicalité. Enfin, je ne me trompe pas. Enfin, absolument, parce que c'est le thème qui m'entraîne sur ce terrain. Je veux dire, il y a des choses que je ne peux pas dessiner, donc je les peins. Mais bon, il y a ma matière peinte qui prend le relais aussi du trait. En fait, je suis réellement, mais comme ça se déroule sur 10 ans, la fin de cet épisode, de ce livre, 3-4 jours avant, je ne savais pas quelle serait cette fin-là. C'était cet énorme cliffhanger dont je ne veux pas parler, mais c'est ça la liberté. Voilà. Et en même temps, je ne détruis pas l'édifice que je suis en train de construire. C'est un peu comme une sculpture. Je travaille sur la durée avec beaucoup de liberté. Après, je pense que l'artiste étant une éponge, absolument. Du coup, on est dans on est dans une période qui est tellement radicale qu'il n'est pas au fond si étonnant que ce soit une bande dessinée, un roman. Cette espèce de radicalité, on la met à notre sauce, mais on en est tout imprégné en vérité. Bien sûr. Forcément. Ce qu'on lit, c'est pour ça qu'on a eu cette audace de vous rapprocher, parce que vous avez la même sensibilité. Et le même humour. Et puis j'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu as dit, on travaille toujours la même matière. On prend toujours le même clou, mais la focale change. La même matière, l'obsession des artistes, c'est ça en fait. Les généralistes sont très suspects. Il y en a qu'un qui était généraliste et absolument génial, c'est Kubrick. Kubrick, il pouvait passer de Lolita au Sentier de la Gloire à, je sais pas, 2001. Bon. Oui, ces aspects, bien sûr. Donc, mais c'est vrai que c'est... Et j'ai ce sentiment-là, et c'est une force, en fait, je crois, de s'acharner. C'est un acharnement. Exactement. Et on ne sait pas si on viendra à bout, parce qu'on ne sait pas pourquoi on s'acharne. Et vous pouvez mettre... alors là, des gags en une page. Vous pouvez mettre une chasse au trésor au XVIIe siècle, un récit médiéval, un récit de science-fiction. Ce sera la même chose. Ce sera le même univers de l'écrivain, les mêmes obsessions, et que vous pourrez flairer et ressentir, ceux qui nous connaissent un peu, où on dira ah bah tiens ça c'est du Bilal, ah bah tiens c'est du Dupont-Moreau, alors que c'est ça qui est beau. Mais oui, on peut pas faire autrement. Est-ce que votre histoire elle a évolué aussi un peu comme pour Enki Bilal qui à la fin aurait pu faire une fin différente, mais non, il y avait quand même un milieu, un début, une fin d'emblée. Pour le coup, c'était assez serré au cordeau, et comme ça n'est qu'un dialogue parce que c'est une négociation, j'avais volontairement la contrainte me servait de grande liberté, mais j'étais obligée d'hyper cadré, c'était au millimètre, vraiment au millimètre. J'avais juste en tête, et d'où le titre, que la confrontation, je pensais à ce que disait tout à l'heure Enki là-dessus, il n'y a pas d'idée de heurt dans la confrontation. Étymologiquement parlant, c'est confrontare, c'est-à-dire que on est en bordure d'eux. Et donc, c'est quand même l'histoire aussi, mais comme le bien et le mal le sont l'un vis-à-vis de l'autre. Oui, c'est un dialogue très dense, très intense, mais ce n'est pas, il n'y a pas d'insulte, en tout cas... Non, mais par contre, à la fin, il y aura un perdant et un gagnant. Mais on va pas, bien sûr, on va pas révéler. C'est pareil pour... Toujours dans une confrontation. Est-il vraiment Elon Musk, ce preneur d'otages? Ça, on va laisser le lecteur, parce que c'est tout de même ça aussi qui est savoureux. Et bon, on va pas le révéler. Donc il y a des très beaux dessins chez Enki Bilal. Est-ce que vous, l'un et l'autre, vous avez des nostalgies parce que vous décrivez ce monde qui est le nôtre, qui nous fait peur, bon, incontestablement, ça nous effraie, enfin, je crois. Bon, voilà. Même si on voit des avantages à l'intelligence artificielle, qu'il ne faut pas être manichéen et caricatural, mais ça nous fait quand même peur. Est-ce qu'il y a une nostalgie du passé chez vous, par exemple? Je ne crois pas. Non. Franchement, je crois pas. Je regarde très peu en arrière. Par contre, je me nourris de la matière que je transporte, qui m'a nourri, effectivement. J'ai pas la nostalgie vraiment, je suis pas... Par exemple, je pense que je serais tout à fait incapable de faire
mes mémoires ou de raconter, faire un récit auto-fictionnel, je suis totalement incapable. Vous pourriez faire sur votre Je me tourne vers ma sœur pour de dire, mais qu'est-ce qui se passait? J'avais 7 ans. Vraiment, je me souviens. Voilà, comme si ma mémoire avait été abrasive, sélective, déjà à ce moment-là. Ouais. Ou comme si elle était tournée vers le futur. Et c'est peut-être pour ça que tous mes livres parlent de mémoire, quoi. Oui, bien sûr. C'est peut-être ça. Et vous, Clara, vous qui aimez le Moyen-Âge et le... Alors moi, j'ai les 2 pieds dans le passé. Ah, oui. Je ne vis qu'avec le passé, mais je vis avec le passé sans le regretter. C'est-à-dire que je... Il vous nourrit. Oui, je l'honore, exactement. Il y a quelque chose de très païen que j'ai avec ça. Mais l'idée, par exemple, que les gens qui nous ont quittés en cours de route, moi, je reste persuadée qu'on vit avec nos absents, et qu'on a tous des absents, et que l'oubli est une forme de deuxième mort, et qu'on a tous à cœur, surtout nous les artistes, de lutter contre cette deuxième mort, et que donc faire équipe avec nos absents, moi, ça me paraît pas si hérétique, et d'avancer dans la vie habité par des paysages, par des gens, par des voix, par des scènes qui sont révolues, ma foi, j'aime bien. Voilà. C'est pas super progressiste, mais c'est plus une force, en fait, qu'un poids qui me leste vers l'arrière. Non, ça vous construit. Et ça progressisme, c'est un mot que je ne comprends pas. D'accord. J'y vois beaucoup de régressisme dans le progressisme. Ouais. Bon, ça, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Bon. C'est Bug, et c'est le 4e volet d'Enki Bilal. Magnifiques dessins qui ont beaucoup évolué, d'ailleurs, qui vont parfois vers l'abstraction, notamment à la fin. Ce sont des vrais tableaux qu'on vous propose ici. C'est le 4e volet, il y en aura un 5e. Et vous, Clara Dupont-Moreau, ça s'appelle La Confrontation. Voilà, c'est plein de suspense, c'est tout à fait passionnant. Alors, puisque vous le citiez tout à l'heure, puisque ce sont nos coups de cœur, ça, les œuvres complètes. Mais enfin, juste l'année 1967 pour Gottlieb, qui est mort il y a 10 ans maintenant. Déjà, ça, ouais. Voilà, déjà 10 ans. Et puis, pour rester dans cet imaginaire dystopique, Monts, mers et géants d'Alfred Döblin, le fameux auteur allemand, vous savez, de Berliner Alexanderplatz, chez Gallimard. Et puis, alors, le premier livre d'un jeune romancier qu'on connaît bien via la télévision, puisqu'il est l'émission Quotidien, Paul Gasnier, La collision, et c'est un livre très émouvant sur la mort de sa mère, il y a une dizaine d'années maintenant, 12 ans, qui a été renversé brutalement par un motard qui fait du rodéo. Et il décortique ce qui s'est passé, la personnalité du chauffard, enfin de celui qui va prendre la fuite, etc., et de sa mère. Voilà, ça s'appelle La collision. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Merci d'avoir confronté vos écritures et bien sûr vos formes créatives, vos univers. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau numéro d'Au Bonheur des Livres. À très vite.